Matière à penser, une série de podcasts proposés par Grant Alexander pour décrypter, en quelques minutes seulement, des concepts inédits ou présenter en synthèse des essais marquants qui font l'actualité éditoriale. Une matière à réfléchir et à partager, créée et racontée par Paul-Henri Moinet. Exercice de décentrement. Les anthropologues ont une grande vertu. Ils interrogent les peuples lointains ou premiers et les sociétés traditionnelles des autres mondes. Nous regardant de loin, ils nous aident à mieux nous comprendre, peut-être même à nous remettre en cause. En étudiant la façon dont les hommes organisent le monde, que ce soit par leur langue, leurs croyances, leurs normes, leurs rapports de production, leurs interactions sociales, ils nous proposent de nous décentrer, nous aidant ainsi à relativiser notre propre façon de faire monde ou de faire société. Mais que peut bien donc attendre un entrepreneur européen ou un manager français d'une étude sur les Bakas du Congo, les Évènes de Sibérie, les Cris du Canada ou les Indiens d'Amazonie? Une petite escapade pittoresque, s'il en a besoin pour échapper un peu au stress, mais surtout un grand bouleversement conceptuel. À travers eux, il se donne une chance de mieux comprendre quel lien l'attache lui-même à ses pairs, à ses salariés, à ses partenaires, à ses marchés. Qui autour de lui voit-il comme familier, comme étranger, comme hostile ou comme ennemi? Quel pacte passé avec les forces qui gravitent autour de son projet? Pense-t-il en réseau dense ou en réseau étalé? Toute société qui vit en interaction permanente avec un monde infini de puissance est un réseau dense. Comme le montre Claude Stepanov, anthropologue à l'EHESS, dans sa brillante étude Attachement, sous-titrée Enquête sur nos liens au-delà de l'humain, les sociétés traditionnelles vivent en réseau dense, avec une intelligence sociale et écologique bien plus développée que la nôtre. Dans un réseau dense, les hommes sont en interaction réversible avec tout ce qui est vivant, bien au-delà de l'humain. Les plantes, les animaux, les arbres, les esprits, les dieux, les ancêtres, les démons et même les morts. Chaque être devient dans une société à réseau dense une puissance propre avec laquelle il faut sans cesse composer. C'est le régime de l'empathie généralisée, un concept plus large que ce vague sentiment de bienveillance qui vous pousse à compatir avec votre voisin de palier ou de bureau. Dans les sociétés qui vivent en réseau dense, il y a ainsi du social au-delà de l'humain. Au lieu d'être hiérarchiques, verticaux et asymétriques, les rapports sociaux sont horizontaux, réversibles et réciproques, et leur amplitude intègre l'ensemble de la nature et du cosmos. Quand un chasseur sibérien, par exemple, tue un ours, il s'excuse auprès de lui. Il danse ou chante pour lui. Et ce rituel vaut également pour les arbres qu'il abat ou pour les champignons qu'il cueille. Faire autrement serait s'exposer aux représailles des esprits animaux ou végétaux qui se vengeraient de l'outrage en envoyant aux hommes famine ou maladie. L'anthropologue parle de polyglossie ontologique, ce qui veut dire que tous parlent à tous, quelles que soient les différences entre les régimes d'êtres. Les hommes sont débiteurs de tout ce qui les environne. Ils sont des débiteurs cosmiques, en quelque sorte. En Océanie, en Sibérie ou en Amazonie, on voit des femmes allaiter des singes, des oursons, des fans, ou même des chiots. Pensons un instant à nous. Comparativement, nous sommes des prédateurs sans considération, qui vivons en réseau étalé, soit en relations pauvres et utilitaires, avec un nombre très limité d'espèces que nous exploitons. 26 millions de porcs, 7 millions de moutons, 40 millions de lapins, 1 milliard de volailles sont abattus par exemple chaque année en France. Ces chiffres, bien sûr, non pour faire de vous des véganes ou des animalistes, mais simplement pour rappeler les conséquences de la domestication. Une société devient moderne dès lors qu'elle sort du mode de vie en réseau dense, en réduisant donc non seulement le nombre d'espèces vivantes en interaction, mais surtout en instrumentalisant la nature de ces interactions. La modernité, c'est en quelque sorte le régime de l'altérité pauvre et désenchantée. Tout ce qui était puissance dans les sociétés à réseau dense, y devient chose, réserve, ressources. Les royaumes de l'invisible, ceux des puissances naturelles et cosmiques, s'effacent au profit d'un autre régime de l'invisible, plus abstrait, plus rationnel aussi, celui de, comme le rappelle Claude Stepanov, la loi, les institutions, de l'entreprise, de la nation ou de l'État. Les attachements multiples entre toutes les échelles du vivant se réduisent ainsi au seul lien entre les humains. Les relations avec l'invisible sont canalisées par les temples ou les églises et rapportées à un panthéon réduit au strict minimum à une ou au maximum 3 personnes. Les rapports de production deviennent univoques. Les hommes ne parlent plus qu'à leurs semblables, dans une langue de plus en plus codifiée. Le prédateur empathique et polyglotte, qui caractérisait l'homme chez les peuples premiers et les sociétés traditionnelles, est devenu un producteur monoglotte dont l'intelligence écologique a considérablement diminué. Les anthropologues anglo-saxons ont forgé l'acronyme WEIRD pour désigner notre grille de lecture occidentale du monde. WEIRD pour Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic.
Weird veut dire en anglais étrange. Mais qu'est-ce qui est le plus étrange? Que nous, pensants modernes, nous regardions les autres cultures comme étranges et archaïques? Ou alors que nous ne sachions plus nous poser la question de notre propre étrangeté? Quand nous regardons le jaguar, n'oublions pas, comme savent le faire les Indiens d'Amazonie, de penser symétriquement à la façon dont le jaguar nous envisage. C'était Matière à penser, et donc à repenser, et surtout à partager.